Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « S'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Dans l'élan de Lulu Frenchy, je rencontre pas mal de gens et un jour je rencontre Xavier Niel qui était mon idole, quoi. C'était une espèce de punk en chemise. Il était devenu quand même riche en faisant gagner de l'argent français, quoi. Donc c'était le super modèle. Du coup, en fait, j'étais super content de me dire on va faire un truc ensemble, quoi. Que le prix c'est bizarre, les devis sont bizarres, que l'opticien appelle la mutuelle pour savoir combien il doit mettre sur la facture. Enfin, on comprend qu'il y a une couille, quoi. Tu payes 500 € une monture en plastique avec des verres qui sont même plus en verre, t'as beau dire ce que tu veux, à un moment c'est bizarre, quoi. Enfin, il y a surtout un truc à l'époque, tu mettais 1 € de plus, t'en avais 3 en plus, quoi. Que là aujourd'hui, on le sait tous, c'est 10 €, 10 minutes avec ou sans ordonnance. T'as une monture à 5 € et 2 verres à 2,50 €. Mais en vrai, de faire des devis en 10 minutes, ça c'est compliqué. Parce que quand je dis changer la vie des gens, je dis pas changer le monde, parce qu'il y a plein de boîtes qui disent nous on change le monde. C'est que le prix des lunettes va baisser en France et a baissé en France. C'est exactement ce qui s'est passé avec les télécoms. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand même d'avoir fait un truc qui, de manière immédiate, améliore la vie des gens. Donc t'es quand même quelqu'un qui réfléchit vachement, quoi. Ouais, qui rêve. De toute façon, même 400 personnes, 26 millions, c'est une belle boîte, quoi. Ouais, et puis c'est que le début, tu vois. Là, c'est un peu les fondations, quoi. Moi, j'estime que je suis encore en amorçage et après, ça va être très gros, quoi. Bonjour Paul Morlet, je suis Bonjour. très heureux de te recevoir. J'avais écouté un podcast de toi il y a quelques temps et j'ai tout de suite eu envie de t'inviter et de faire découvrir à nos auditeurs ton parcours. Tu es le fondateur de Lulu Frenchy et de Lunettes pour tous, un nom explicite qui permet à tous de s'acheter des lunettes en 10 minutes à 10 € avec ou sans ordonnance. Mais pour y voir plus clair, Paul, je vais te demander de te présenter. Moi, je m'appelle Paul Morlet, j'ai bientôt 30 ans. Effectivement, j'ai fondé ces 2 boîtes et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir, à travers mon métier qui est de faire finalement du business, de pouvoir offrir à tous les Français une devis à 10 €. Voilà. Des études ? Pas beaucoup, études assez légères, donc j'ai ce qu'on appelle un bac-2 sur le marché. Je me suis contenté d'un BEP électricien et voilà, donc que j'ai eu quand j'ai eu 18 ans. Bon élève ou... On va dire que j'ai un déficit de l'attention. Donc je me déconcentrais au bout de quelques minutes en cours et au moment où je devais passer les examens ou le contrôle, en fait j'avais déjà 3 temps de retard, donc j'avais des très mauvaises notes et c'était irrattrapable et en fait j'ai jamais été dans le moule du système scolaire, donc finalement ça a été compliqué pour moi et donc très mauvais élève finalement, enfin très mauvais pour l'école du moins. Et pourquoi l'électronique ? J'adorais ce qui était logique, créatif et ce qui permettait de créer quelque chose et finalement d'avoir un résultat très rapide, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on fait l'électronique ou l'informatique, on peut programmer, réparer, concevoir et avoir un résultat quasiment immédiat de ce qu'on fait. Et comme je suis quelqu'un qui se déconcentre vite et qui a besoin d'être satisfait assez rapidement, c'est un truc qui me plaisait, quoi. Toujours ? Toujours, aujourd'hui, j'adore faire des essais, quoi. Quand on a des projets, même Lunettes pour tous qui aujourd'hui compte 400 personnes, j'adore lancer des projets assez rapidement pour essayer parfois sur un magasin ou faire des tests rapides parce que j'ai horreur des projets moyens et long terme parce que je me perds et puis entre le moment où j'ai l'idée et le moment où on le fait, en fait j'ai plus même envie que de le faire et puis voilà, donc j'adore tester des trucs rapidement en fait. T'es bricoleur, c'est ton truc ? Ouais, je suis assez bricoleur, ça c'est vrai. J'aime beaucoup bricoler, réparer, penser, recevoir, modifier, voilà. Tu as fait donc un BEP électronicien. Après ça, tu as fait quoi ? Après, je suis entré à la SNCF en fait en tant que opérateur télécom. Donc en fait, je faisais la maintenance et la réparation des lignes télécom à la SNCF, qui avait un réseau de téléphonie propre en interne pour une numéroteur à 6 chiffres. Et à l'époque, si je dis pas de bêtises, la SNCF s'occupait de gérer les câbles de CGTEL, qui était une filiale de Neuf Télécom en fait. Ouais. Donc il y avait Bouygues qui avait les câbles d'ADSL le long de l'autoroute, la fibre optique. Et je crois que CGTEL, le Neuf à l'époque, ça n'existe plus, mettait la fibre optique le long des voies en fait. Donc on s'occupait de tout ça. Tu es resté longtemps ? Non, je suis resté 2 ans. D'accord, et ça te plaisait pas ou c'était Il devait m'embaucher en fait, mais je suis rentré l'année au moment où la crise a éclaté, la crise financière de 2008. C'était quoi, un CDD ou c'était C'était un contrat d'apprentissage pour la SNCF et en fait, ça faisait 7 mois que je devais rentrer là-bas avec des tests, etc. Et le jour où je signe, finalement, on me dit, vu les événements financiers qui se passent en ce moment, on va fermer le statut cheminot à l'époque parce que la concurrence va arriver. Donc en 2008, on disait déjà la concurrence va arriver, en fait, la SNCF. Bon, là, on est en 2020, toujours pas, 12 ans après.
Et donc il m'avait dit, écoutez, c'est compliqué, donc tous les apprentis de France cette année-là n'ont pas eu leurs premières embauches. Et on est restés tous 2 ans et on a dû après faire notre vie, on va dire. Tu es de Paris, tu es de quel... Je suis né à Lyon, j'ai D'accord. grandi à Lyon, je suis parti de Lyon à l'âge de 24 ans. Donc le job était sur Paris ou c'était... Non, tout était sur Lyon. Et tes parents, ils sont toujours là-bas ou ils sont... Mes parents sont toujours à Lyon, ouais. Je te dis ça parce que je voudrais savoir quand la fibre de l'entrepreneur a débuté en fait. Est-ce que tes parents sont dans le business ou Mais, bizarrement, moi j'ai jamais voulu et je veux toujours pas être entrepreneur en fait, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, entrepreneur. C'est raté là. Ouais. C'est raté, mais on rate souvent sa vie comme ça. Ouais. Le vrai truc, c'est qu'aujourd'hui, quand je lis sur LinkedIn ou des blogs ou des médiums, des posts entrepreneur life, etc., moi je me reconnais pas dedans. Donc on parlait tout à l'heure du inbox zéro, enfin je suis pas du tout là-dedans. C'est juste qu'en réalité, moi j'avais des idées. Tu n'as pas les codes en fait. C'est pas les codes. Peut-être je suis différent. C'est pas que je veux être. Je suis pas marginal. Hein. Mais c'est juste que moi j'ai des idées et pour faire des idées, malheureusement, faut monter une boîte, quoi. Donc parce que si tu veux que ton idée aille plus loin que le projet d'un rêve ou associatif ou un truc un peu du dimanche, si tu veux que ça devienne un truc sérieux, que ton idée prenne le pas et qu'elle existe réellement, finalement, faut souvent passer par le statut d'avoir une boîte et d'être avec un rendement économique en fait. Donc je suis devenu entrepreneur et du coup patron derrière ça, quoi. Mais j'ai jamais rêvé d'avoir 100, 200, 300 salariés finalement. Mais tu rêvais de quoi en fait petit ? Moi je rêvais d'inventer des trucs. En fait, je lisais des livres d'invention toute la journée. Voilà, c'était ça, quoi. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient Mes parents, ils ont eu plein de jobs différents. C'est quoi, c'est une famille modeste, une famille c'est une famille des parents qui n'ont pas fait d'études et qui sont allés travailler parce qu'ils gagnaient de l'argent, mais qui n'avaient pas des énormes rêves, juste de vivre. J'étais très bien élevé, j'ai manqué de rien en soi, mais on ne consommait pas non plus, quoi. Donc c'était assez restrictif entre guillemets, mais c'est vrai que j'ai jamais eu envie de beaucoup d'argent, mais j'avais besoin de stabilité, de pouvoir faire quelques loisirs, chose que je pouvais pas faire, on peut pas faire dans ma famille, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a avoir des idées, pouvoir les mettre en place, parce que j'ai jamais supporté le côté de toute façon c'est comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans une mairie ou n'importe où, finalement on dit toujours c'est comme ça, c'est comme ça, c'est toujours été comme ça. Et moi j'ai jamais été content avec ça parce que j'ai trouvé toujours plein de choses illogiques. Mais en fait, on est très peu puissant devant une administration, devant une école, devant une boîte, une structure, un process. On vit tous les jours au quotidien des choses qui ne sont pas logiques. Mais aujourd'hui, on se modernise un peu lentement, on commence à le faire, ça bouge, parce que le gouvernement est plus jeune, etc. Mais moi, je me suis toujours dit que finalement, les choses changeaient finalement dans le paysage uniquement lorsque des acteurs privés prenaient le pas, en fait. Et on voit les grands changements économiques, les grands changements de consommation, d'accès, sont faits par des acteurs privés, finalement. SNCF, donc tu restes 2 ans, et après ? Et après, j'ai plus de boulot, donc je rentre chez Carglass, je passe là-bas une semaine. En fait, je me dis, parce que moi, je voulais gagner le SMIC. Je rêvais de gagner 1 500 € par mois. Mes parents gagnaient le SMIC, donc je me suis dit, je gagne 1 500 € par mois, c'est mieux que le SMIC, et je pourrais vivre un peu mieux que ce que je vis aujourd'hui, quoi. Et finalement, je suis rentré. C'était ton but, quoi. C'était. Enfin, le but, ouais, c'était. Tu voulais ça. 1 500 €, c'est pour les moins jeunes, c'est 10 000 francs par mois. C'était 10 000 francs par mois à l'époque, c'était quelque chose. On gagne 1 000 francs par mois, c'était autre chose, quoi. Le SMIC était à 5 000 francs, 4 000 francs, 6 000 francs. Voilà, c'était différent. C'était 2 fois le SMIC, quoi, en fait. Bon, c'est plus vrai maintenant, mais en fait, je voulais faire ça. Et quand je suis rentré chez Carglass, une semaine, je me suis dit, en fait, c'est hyper chiant et quitte à gagner le SMIC, autant pas trop se faire chier, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Donc je me suis mis à l'époque, je me suis mis à mon compte. On montait pas une boîte, on n'était pas entrepreneur, il n'y avait même pas le statut d'auto-entrepreneur comme maintenant. Donc c'était la honte de monter une boîte, c'était la honte, c'était juste pas trouver de travail et se mettre à son compte, quoi. Donc moi j'étais électricien de formation, j'aurais pu mettre à mon compte. Mais c'est pas la classe, quoi, c'est juste qu'on n'est pas rentré chez EDF en fait, en réalité. Donc je me suis mis à mon compte et j'avais pas le permis, donc je pouvais pas être électricien à domicile. Il n'y avait pas Uber qui existait, donc je pouvais pas de VTC. Il n'y avait pas Deliveroo qui existait, donc je pouvais pas être livreur auto-entrepreneur. Donc j'ai dû monter ma boîte. Mais ça aurait été 5 ans plus tard, j'aurais été sûrement auto-entrepreneur en réparation informatique ou livreur Deliveroo, en fait. Je voulais juste gérer mon temps et gérer mon planning et mon argent. Et tu t'es monté à ton compte, tu faisais quoi ? C'était quoi, électricien ? Non, je me suis monté, j'ai créé une boîte de lunettes publicitaires. D'accord. J'avais une idée, l'idée qu'on a tous le dimanche soir dans la télé. On rêve un peu, mais bon, je me suis dit de toute façon, j'ai que ça à faire. Et j'ai mis tous mes économies. Et l'idée, c'était quand je voyais passer les bus, je me disais, il y a des pubs sur les bus là, il y a des petits trous sur les vitres. Quand je suis dans le bus, je vois dehors, mais quand je suis dehors, je vois pas dans le bus, en fait. Et je me suis dit, en fait, si on met ça sur les lunettes, les gens verront à travers les lunettes, mais on ne verra pas nos yeux. On verra autre chose, une pub. Et il y avait les casquettes, il y avait les tongs.
Et il y a un truc qui m'avait marqué, en fait, je viens de m'en souvenir. Il y avait l'UMP, il y a longtemps, l'UMP, donc c'était les Républicains, qui avait créé des tongs, je me souviens, pour la campagne Sarkozy, où quand on marchait sur la plage, il y avait les logos, je me rappelle, dans le sable. Et moi, j'avais juste créé un goodies de plus, bon, pas des tongs pour l'UMP, hein, mais des lunettes publicitaires. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir prendre des lunettes de soleil pas chères qu'on trouvait aujourd'hui dans les marchés. Et je collais des autocollants sur les verres, avec un logo au choix. Donc, je mettais Pepsi, Coca, Ricard, pour les Marseillais ou autres. Et on voyait à travers, pour le porteur, mais les gens ne nous voyaient pas, mais on voyait un logo, quoi. Alors, que je comprenne bien, tu sors de Carglass. Ouais, enfin, je reste une semaine, quoi. Tu restes une semaine, tu n'as pas de boulot. Ton but, c'est quand même de gagner 1 500 €. Ouais. Et comme tu n'as pas, tu sais pas trop quoi faire, tu crées ton entreprise. Ouais, je me mets à mon compte, j'insiste. Oui, j'ai bien compris. Tu te mets t'as pas le produit, mais tu as l'entreprise déjà. Non, j'avais l'idée. Ah, t'avais quand même l'idée. Pour la vendre, comme je voulais vendre ça aux entreprises, et pas des particuliers, je pouvais pas vendre ça aux blagues, donc il fallait que j'ai un numéro de tirette, quoi. Oui, je comprends. Il n'y avait pas d'autres entrepreneurs, donc il faut que tu montes une SARL. Quelque part, tu as comme une fibre. Mais non, tu es contraint. C'est que de la contrainte jusqu'à là. Tu vois, pour travailler, il faut faire un travail. Pour faire une facture, il faut un numéro de tirette. Pour faire un numéro de tirette, il faut faire une SARL à l'époque. Enfin, c'était comme ça, avec un euro de capital. C'était ça l'histoire, en fait. D'accord. Donc, je deviens patron d'entreprise, gérant, dirigeant, ce que tu veux, à mon compte, parce que voilà, il fallait avoir ça, quoi. Donc, je le fais. Et je prends ça comme une contrainte administrative de monter ma boîte, quoi. Moi, j'aurais adoré me faire payer comme ça, tu vois. D'accord. Comme un mec sur le marché, quoi, finalement. Mais donc tu vois cette histoire de micro-perforation, je sais pas ce que c'est, et ça te tente, tu te dis, ouais, pourquoi pas. Voilà, et un jour, en fait, tu achètes des feuilles A4 dans une papeterie, chez Office Dépôt, avec de la micro-perforation. Tu prends une imprimante jet d'encre à 50 € chez Auchan, et tu imprimais en fait des logos sur la page A4. Tu pouvais en mettre 4 en largeur, 10 en hauteur, donc tu faisais 40, ça faisait 20 paires de lunettes. Ensuite, tu découpais au ciseau les deux logos, tu posais ça sur ton verre de lunettes, tu mettais un coup de cutter autour, et voilà, et puis tu mettais un coup de sèche-cheveux pour que ça fasse un peu, pour que le papier fonde sur le verre qui était un peu bombé. Tu reclipsais tes verres et tu avais des lunettes où tu voyais à travers, mais tu avais des logos sur les verres, quoi. Et les bordures étaient bien finies parce que c'était au sèche-cheveux, voilà. reclippé, etc. Finition de malade, système breveté, sèche-cheveux, voilà, t'as tout compris, quoi. D'accord. C'est la création de Louis Frenchy. Tout à fait. Ça fonctionnait ? Au début, pas du tout, parce que je faisais du porte-à-porte avec mon numéro de tirette. T'avais quoi, un site internet ? C'était quoi ? J'avais un site internet dans lequel j'avais mis un budget énorme de 100 €. Et ensuite, je faisais du porte-à-porte dans les boîtes de nuit de Lyon. Je me souviens, je tapais à la porte avec des logos, des logos sur les boîtes. Et je dis, voilà, je vends ça, vous offrez ça à vos clients, ça vous fait de la pub partout, ça coûte 5 € la paire. Ça me coûtait 1,50 € à faire, je crois, ou 2 € à faire. Et je gagnais 3 € par paire. Et j'avais des commandes en moyenne de 50 paires, enfin, ce que je visais. Or, j'en ai jamais vendu une seule. On me demandait de les offrir parce que c'était le début et qu'il fallait que je me fasse connaître. J'ai toujours refusé d'offrir le produit. Et au bout d'un mois et demi, je me suis dit, bon, ça tourne pas. Donc, il y avait la déclaration de TVA à faire. T'as 2-3 petites charges qui tombent. Tu comprends que t'es plutôt négatif que positif alors que t'as rien vendu, tu vois. Et en fait, un jour, je me dis, mais en fait, c'est un produit pour les stars, quoi. Je suis juste trop en avance, quoi. Tu vois. Le gamin de 20 ans qui a beaucoup d'ego. Et un soir, j'imprime sur mon imprimante A4, encore une fois, des logos, Lady Gaga, Black Eyed Peas, David Guetta, etc. Donc, t'es quand même quelqu'un qui réfléchit vachement, quoi. Qui rêve vachement, tu vois. Oui. Et on va quand même voir que on va voir la suite. Voilà. Et donc, c'est pas si idiot que ça, quoi, en fait. De toute façon, ça me coûtait pas grand-chose. T'es chez toi tout seul, tu fais pas de vente, t'as une imprimante A4 qui te coûte 50 €, des cartouches que t'as achetées en Chine à 2 € ou sur un truc rechargement de cartouches, et t'as une feuille qui coûte 1,50 € sur laquelle tu fais 20 paires de lunettes. Et tu ne vends rien, donc t'as le temps. Donc t'imprimes tes 20 paires de lunettes sur ta feuille, tu prends ton cutter, tu mets 2h30, tu coupes, tu poses tes lunettes sur une page blanche pour faire un fond blanc avec une page A4. Tu prends ton téléphone, tu fais une photo avec marqué Lady Gaga, après tu fais une David Guetta, après tu fais une Will Smith, après tu fais une Eminem. Et ensuite, tu mets tes photos sur ton ordinateur. Et là, tu as un petit logiciel sur Windows qui s'appelle Twitter, je sais plus quoi, Spam, je sais plus quoi. En 2010, il n'y a pas les CAPTCHA, enfin ce que tu connais maintenant, où tu dois cliquer sur la voiture et l'abeille, etc. Tu as pu spammer, quoi. Et en fait, tu dis, je veux tweeter Eminem et je veux qu'il ait 1000 fois un tweet. Voilà la photo que je veux mettre dans le tweet et voilà le message. Et après, en fait, t'as beau être Eminem, avoir, je sais pas, 1 million de followers, finalement, tu vois apparaître 10 000 fois, 1000 fois le tweet. Et en fait, parfois, j'avais pas de réponse. Parfois, j'avais la star qui me répondait en direct ou en message privé, ou un manager ou quelqu'un qui me disait je travaille avec machin truc, merci pour le truc, c'est sympa, envoie-nous la paire de lunettes à telle adresse. Là, j'allais acheter une enveloppe à bulles chez Carrefour, je mettais ma lunette dedans, je mettais un petit timbre à la poste à 1,10 € économique pour envoi dans le monde entier. Et 2 semaines après, je recevais la paire de lunettes dans la boîte aux lettres.
il la mettait et t'avais ce qu'on appelle les premiers selfies qui arrivaient. Ouais. Et j'ai eu des selfies un peu dégueulasses, parce que c'était le début des appareils photo avec la photo à l'avant, tu vois. Et je mettais ça sur mon Facebook, en fait. Donc j'avais Eminem qui avait fait des photos, Snoop Dogg, j'avais plein de gens. Et j'ai mis sur mon Facebook. Et un jour, j'ai une journaliste du journal local du Progrès qui fait un article et qui publie ça sur son article, qui dit voilà, Paul Morlet, 20 ans, électricien SNCF, fait porter sa marque de lunettes à des stars internationales. Et enfin, un petit article qui sort un dimanche matin dans le Progrès, quoi. Et en fait, j'ai pas de nouvelles. Puis, je sais pas, une semaine après, j'ai l'AFP qui me contacte, qui nous va faire un portrait sur vous, etc. Donc, et tu comprends même pas, quoi. Bah non, mais bon, après l'AFP, ça voulait rien dire donc pour moi. Tu avais juste ces photos sur ton Facebook et sur leur Twitter, mais t'avais pas de chiffre, t'avais rien, quoi. Ah, j'ai peut-être fait une vente à 400 € par chance au milieu, tu vois, mais pas grand-chose, quoi. Voilà, quoi. Donc, et pas de quoi faire le malin. Et finalement, je me retrouve avec un article dans l'AFP, parce qu'on était quand même en 2010, franchement, c'était chaud, grosse crise, on savait pas où on allait, etc. À l'époque, c'était chaud, on s'en souvient peut-être pas, mais c'était compliqué. C'est l'après 2008, il y avait besoin de bonnes nouvelles, si tu veux. Et je me retrouve finalement à faire avec ça, après l'AFP, toutes les télés françaises, donc TF1, M6, des JT, des machins, des trucs, je sais pas ce qui m'arrive. Et là, la boîte passe dans une dimension, parce que finalement, j'ai des gens, des sociétés qui nous appellent pour des goodies, quoi. Donc on a Ricard, tu vois, notamment à Marseille, qui nous appelle en disant on va vous faire je sais pas, 100 000 paires de lunettes pour la marque Absolute Vodka, tu vois. Voilà. Là, tu vas un peu vite. D'abord, tes lunettes, tu les prends où? Tu les achètes où C'est des lunettes que j'ai sur Alibaba en Chine. C'est des lunettes. Ça, c'était en quelle année? En 2010 2010, ouais. Mais Alibaba en Chine, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Il n'y avait pas AliExpress, mais Alibaba, ça existe depuis 20 ans. Hein. Tu achètes combien de paires? Je sais plus, 1000. 1000 à 2 €, quoi. Donc non, un peu moins de 2 €, c'était moins cher. C'était donc 80 centimes, je sais plus. Donc c'était pas grand-chose, c'était un investissement. Mais c'était 1000 €, tu vois, de stock. Donc tu fais tes 400 paires au milieu, tes 400 € au milieu, et tu fais tes tweets, etc. Progrès, AFP, journal télé, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est le début du truc, ouais. Ouais, bon, ok. Continue, vas-y. Et ensuite, là, on commence à avoir des vraies boîtes qui nous appellent, des grosses marques qui disent c'est un super goodies, on veut le faire aussi. Et là, je commence à faire des grosses commandes de lunettes. Et la chance que j'ai, c'est que je vends le produit assez cher en réalité, enfin pas cher, mais je fais un coef 2 ou 3. Et que la compte qu'on me verse me paye déjà la commande, et que les soldes de facture étaient déjà tout le truc, quoi. Ton premier client, c'est qui, le gros? Premier gros, c'est Ricard. Ricard, combien de lunettes? Je sais plus, c'était 30 ou 50 000, je crois. C'est assez gros. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était gros. C'était pour un mec qui fait comment 300 € de chiffre. Parce que là, attention, parce que tu me dis, je mets sur la page A4, je coupe, etc. Comment tu produis là après? Là, je vais voir un imprimeur, tu vois, je commande plus de stock. Mais là, rien que la découpe, c'est de la manute, quoi. C'était découpé par les machines après, etc. Par un imprimeur après. On commence à faire des choses, quoi. Tu leur dis quoi au JT? Je leur dis quoi? Ils filment, en fait, ils voient ce que je fais des lunettes publicitaires que je colle moi-même avec mes mains, etc. Donc ils voient que c'est une boîte d'un mec qui fait ça tout seul et qui arrive à avoir des clients importants, quoi, en fait. Mais quand tu as ton Ricard qui te passe 100 000 commandes, donc tu prends quoi? Tu prends des intérimaires? On a bossé avec des CAT, je crois. Et ça bosse, c'est correct, la qualité, c'est correct, tu dis comme il faut? Non, on a des problèmes au début, mais j'ai des sueurs froides de souvenirs, hein, mais on a toujours arrivé à livrer à l'heure, quoi. Et tu as des commandes en ligne, le site commence à fonctionner? Tu as un site internet où tu pouvais toi-même faire ta paire de lunettes, une par une, et on avait pas mal de paires de lunettes qui étaient commandées. Et on faisait beaucoup de mariages à l'époque, je me souviens toujours. Et un truc drôle, c'est qu'on avait une graphiste chez nous qui devait... si tu veux, on avait un fichier qui arrivait, en fait on devait retraiter le fichier sur Photoshop. On avait souvent des photos un peu bizarres parce que les gens pensaient que c'était sûrement automatisé, mais il y a des trucs un peu perso qui apparaissaient, tu vois. Et on avait souvent des mariages, tu vois. On avait, je m'en souviens, je sais pas moi, Caroline et Sébastien, 5 septembre 2012, je sais pas quoi, des mariages, donc 30 paires de lunettes, tu vois, on en vendait beaucoup pour les mariages. Et un jour, je me souviens toujours, on rigole dans le bureau, il y a des gens âgés qui se marient et tout. On reçoit une commande de 10 paires, je crois. Un couple qui s'appelle Jackie et Michel, je me souviens. Du coup, on envoie les lunettes, etc. On envoie les lunettes, je me souviens. Puis, je sais pas, 3 semaines après, putain, on a encore un mariage à l'autre bout de la France. C'est encore des gens qui s'appellent Jackie et Michel, tu vois. Donc, 3 fois de suite, on fait 3 semaines de suite. Des gens qui se marient, qui ont les mêmes prénoms, des gens assez âgés, etc. Et on a découvert 6 mois après que c'était pas pour un mariage, quoi. Ouais. Donc ça part bien, tu l'as plus la boîte, donc tu l'as fermée Ouais, on n'a plus de clients, on a arrêté l'activité. Ouais. Et tu l'as arrêté quand?
Avant Lunettes pour tous, hein. Non, pendant, parce qu'on a continué l'activité, on a des clients, on ne les a pas lâchés, mais c'est vrai que le produit est devenu démodé, et puis j'ai pas voulu réinvestir sur un nouveau produit goodies, parce que c'est vrai que aujourd'hui, les budgets goodies dans les boîtes, ça n'existe plus, quoi. Donc c'est une boîte qui est morte avec son marché, quoi. Et tu l'as monté jusqu'à quoi en chiffre d'affaires? Je vais faire, je crois, la meilleure année, on a dû faire 1 million, tu vois. En c'est pas mal. 2013, ouais, je crois. C'est pas mal. Ouais, c'était gros. Enfin, c'était gros. Non, c'était pas gros. On n'était pas beaucoup. On faisait de la marge. Il n'y avait pas de coût de marketing. Il n'y avait rien, quoi, tu vois. Ouais, c'est cool. 2013, Lunettes pour tous. Explique-moi le début. 2014, on a ouvert. Donc, ça se chevauche, en fait. Hein. Ouais, ça se chevauche un peu. Bah, en fait, dans l'élan du Frenchy, je rencontre pas mal de gens. Et un jour, je rencontre Xavier Niel, qui était mon idole, quoi, tu vois. Ouais. Il avait inventé la Freebox. Il avait cassé le prix du mobile. Enfin, c'était le patron que tu voyais à la télé, mais qui parlait pas que de chiffres, qui était pas sérieux, qui était un mec qui savait être provocateur, quoi. C'était une espèce de punk en chemise. C'était le truc trop bien. Et tu le rencontres comment? Bon, on s'écrit, je lui écris un email et il me répond, tu vois. Et puis on se voit, quoi, ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est assez simple, en fait. Tu lui écris un email sur son... Tu chopes l'adresse? L'email était facile à trouver, si tu veux, aujourd'hui, il y a plein de gens qui l'ont. Donc j'avais écrit comme tout le monde, sauf que j'avais dû faire un mail... à la bonne heure, au moment. Tu lui dis quoi, en fait? Tu lui envoies quoi? Tu lui envoies une paire de lunettes? Tu lui dis quoi? Ouais, je lui dis voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'était pour, j'aime beaucoup l'école que vous montez, etc. Enfin voilà, c'était un mail sympa. Ouais. Mais c'était pas du tout un email de 2 lignes, parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'il faut envoyer des emails de 2 lignes. Et moi, c'était un email assez long. Donc, il l'avait lu, donc il m'a répondu. Donc voilà. Et vous vous êtes vus? Alors explique. J'étais tout fier de le voir et tout. On s'est vus. Ça a duré je sais plus combien de temps. Sympa et tout, et puis on s'est parlé on a parlé de plein de sujets, dont le fait de disrupter le marché des lunettes, en fait. Ton idée, c'était de disrupter, donc effectivement, pourquoi? Parce que c'était un monopole des opticiens, trop cher. Lui, il était dans une dynamique d'aller remettre en question tout, quoi. Il remettait en question comment étaient faites les écoles, pour l'école 42, comment était finalement le prix des téléphones mobiles, le forfait, les engagements, les forfaits avec des engagements de 24 mois, la box. Il avait cassé plein de trucs en 5 ans, quoi, ce gars-là, donc en 10 ans. Vraiment, oui. Donc, puis il y avait une boîte malgré ça qui était ultra rentable. Enfin, il était devenu quand même riche en faisant gagner de l'argent français, quoi. Donc c'était le super modèle. Et toujours. Et du coup, en fait, j'étais super content de me dire, on va faire un truc ensemble, quoi. Et moi, c'était les lunettes publicitaires, c'est devenu les lunettes de vue, mais c'était pas du tout le même marché, quoi. Ça n'avait rien à voir, en fait. Tu vas faire du B2B objet publicitaire versus tu vas faire... Mais qu'est-ce qui l'a intéressé chez toi? Je sais pas, franchement... Tu en as discuté? Enfin, tu le vois régulièrement, peut-être, je sais pas. Ouais, non, je pense que c'est une rencontre, et puis c'est comme ça, tu vois, dans la vie, faut pas discuter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas pitcher un projet, voilà, c'est vraiment une idée comme ça, quoi. C'est une rencontre et un moment du timing dans la vie, quoi, tu vois. Mais ça aurait pu être 6 mois après, 6 mois avant, c'était pas pareil, j'en sais rien, tu vois. En tout cas, il y a eu l'alignement des planètes ce jour-là entre nous deux, on l'a fait et ça a marché, quoi. Et il t'a dit j'ai un projet, je voudrais monter Non, il me posait des questions. Comment vous êtes arrivé à la lunette de vue? Lui, il l'avait, c'est toi. Il dit que c'est fou, ça coûte cher une lunette comme ça, combien ça coûte à faire, machin. Je comprends pas pourquoi les pays pauvres payent pas cher, nous on paye cher. De toute façon, il avait compris. Je pense que n'importe quelle personne comprend que quand on voit le nombre d'opticiens qu'il y a en France dans les rues, que le prix c'est bizarre, les devis sont bizarres, que l'opticien appelle la mutuelle pour savoir combien il doit mettre sur la facture. Enfin, on comprend qu'il y a une couille, quoi. Enfin, tu vois, non, mais de toute façon, à un moment donné, tu payes 500 € une monture en plastique avec des verres qui sont même plus en verre. T'as beau dire ce que tu veux, à un moment c'est bizarre, quoi. Tu vois. Et puis surtout, il y a surtout un truc à l'époque, tu mettais 1 € de plus, t'en avais 3 en plus, quoi. Donc, c'était quand même. Ouais, c'est drôle. Enfin, je sais pas, tu vois. Quand tu fais tes 80 000 paires ou 100 000 paires, tu avais déjà des connexions en Chine ou Ah bah oui, non mais là je connaissais au moment non, déjà à la fin de l'Ulu-Frenchy, tu étais déjà... Oui, au moment où on se parle, je connais parfaitement le marché, du moins le sourcing des produits, je sais où sont faites les montures, où faire des montures de qualité A, B, C ou D, si tu veux une marque connue en France, où elles sont faites, est-ce que les lunettes italiennes sont faites en Italie ou pas, d'où viennent les verres, comment sont faits les verres, qui fait les verres, quel prix coûtent les verres, ce qu'il faut acheter. J'avais une connaissance, en tout cas, du sourcing aiguisé, ça c'est sûr. Ça, je savais où trouver, quoi. Avant Lunettes pour tous. Avant Lunettes pour tous, via le Frenchy. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était toujours le même modèle, le même modèle. Ouais, mais j'ai visité les usines, si tu veux. J'allais en Chine souvent, parce que j'avais quand même des demandes avec Lulu Frenchy de faire du lunettes très rapidement, donc parfois je changeais d'usine. Puis je suis assez curieux, quoi. Je pose des questions. Puis c'est quand même toujours marrant quand tu vas dans une usine où tu achètes tes montures et que tu vois qu'ils fabriquent aussi des Ray-Ban à côté, quoi. Donc tu vois, t'as envie de demander. Donc parfois c'est des fausses, parfois c'est des vraies. Enfin. J'étais très curieux, quoi. Tu vois. C'est un peu amusé. Tu arrives dans une usine chinoise, il y a 10 000 personnes qui bossent. Ça sort, je sais pas, 100 000 montures par jour.
vers le monde entier, tu regardes quoi. Donc j'avais quand même retenu qui fait quoi, etc. Donc j'ai pu me rebrancher facilement avec des fournisseurs pour rembrayer et remonter la filière quoi. D'accord. Je suis parti en Chine quelques jours, 2 semaines et j'ai tout trouvé quoi. Ouais. Et le concept de base, c'est quoi? Donc directement, parce que là aujourd'hui, on le sait tous, c'est 10 €, 10 minutes avec ou sans ordonnance. Directement, c'était ça? Vous avez déjà fixé le prix? Vous avez déjà fixé? C'était. Je comprends déjà que vous vouliez effectivement, un, disrupter, Ouais. deux, casser complètement le système. Tu l'as dit tout à l'heure, tu sais pas pourquoi, 500 €, on vend une paire de lunettes. Oh, j'ai bien compris le système de base. Mais quel était est-ce que vous aviez l'idée tous les deux au début d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Alors au début, non, on savait pas ce qu'on voulait faire, mais on savait pas. Mais en tout cas, moi j'avais vu que les opticiens vendaient 2 paires par jour, que c'était très cher, et que moi je comprenais pas en mettant une monture à peu près standard de qualité, tu vois, et des verres à la base anti-reflet, etc. De qualité, j'arrivais à un prix de revient, je sais plus, de 8 ou 9 € tu vois. Et après j'ai gratté un peu, je suis descendu à 5 €. Je me suis dit, bah si on fait une marge classique de 50%, on sait les vendre 10 €, tu vois. Et après il m'a dit, il faudrait qu'on les vende en 10 minutes, enfin tout de suite quoi. Je dis c'est impossible, parce que les montures tu peux stocker, mais les verres c'est un bordel parce que t'as tellement de corrections, de possibilités. C'est comme si tu stockais des chaussures et que tu disais, bah la pointure normale c'est 39 à 45, sauf que là ça va être de 39 à la taille 6000 on va dire, tu vois, et qu'en plus chaque pointure aurait une largeur, tu vois, entre 1 et 100. Et en plus, chaque pointure, chaque taille, chaque largeur, il faudrait la stocker en 7 couleurs différentes et en 8 matières différentes. Enfin, c'est un bordel, quoi. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que quand tu fais chez l'opticien, tu n'as jamais tes lunettes tout de suite parce qu'ils ont un volume très faible, ils vendent 2 paires par jour. Et ils ont une chance sur 10 000 de tomber sur le bon verre. Donc, ils les commandent au fur et à mesure, quoi, en flux tendu. Quand tu te balades sur le site, vous avez plus de 1000 paires en distribution, c'est ça? Ouais, des montures, on a 1000 modèles. Ça, c'est facile. Ouais. Il n'y a rien de prétaillé, en fait. Maintenant, après, on a tous les verres qui sont stockés avec chaque correction, chaque sphère. Donc, est-ce que tu es myope, est-ce que tu es presbyte ou hypermétrope, et à quel point tu l'es. Et est-ce que tu es parfois myope et aussi astigmate en même temps? Parce que tu as le droit d'être myope et astigmate, tu as le droit d'être hypermétrope et astigmate. Enfin, tu peux faire presbyte avec astigmate, tu peux tout faire, quoi. Donc, tu achètes ton verre comme un opticien, quoi. Tu reçois ton verre carré et tu vas le tailler. Il n'est pas carré, il est toujours rond, le verre. Il est rond, le verre. Et j'ai chaque correction dans chaque aminci de verre, dans chaque traitement de verre, dans chaque couleur de verre. D'accord. Donc c'est un énorme bordel au niveau du stock. On va en reparler. Donc il te charge. Comment ça se passe? Donc il te dit, ok, je finance, peu importe, on va faire le truc. Comment ça se passe? Il te dit, donc vous avez déjà le concept du magasin ou du site internet ou du. On sait qu'Internet ça marche pas. Hein. On a vu, il y a plein de sites internet qui marchaient pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens achetaient en magasin, parce que quand tu allais en magasin, on appelait le mutuelle, il y avait la petite magouille, il y avait la paire offerte. On s'est dit, franchement, il faut aller en magasin pour que ça se passe. Et il faut faire surtout une expérience magasin qui fait que c'est meilleur qu'Internet et que Amazon ne viendra jamais nous emmerder, quoi. Et en fait, le seul truc pour pas qu'Amazon t'emmerde, il faut que tu aies un service impossible à faire à distance qui est l'examen de vue. Donc aujourd'hui, tu peux faire un examen de vue chez Une pour tous et ça, tu peux pas le faire à distance. Même 5 ans après, même dans 10 ans, à mon avis, on ne pourra pas le faire à distance. Tu pourras le faire que via une machine qui sera. Faut être devant une machine, c'est important. Et surtout, il faut pouvoir délivrer très rapidement parce qu'Amazon aujourd'hui, il te livre en 2 heures à Paris. Donc il faut être plus rapide que 2 heures, quoi. Donc on est en 10 minutes. Premier magasin, ouverture, rue de Turbigo. C'est ça, ouais. Comment ça se passe? Donc explique-moi le début du magasin. Donc qui trouve le magasin? Non, mais je fais tout. Hein, donc lui te dit ok, on lance. Ouais, il me dit moi ça me va, ça m'intéresse, combien ça coûte, vas-y. Il te verse de l'argent et tu te débrouilles, quoi. On alimente la boîte et on y va, quoi. J'y vais, quoi. Donc là j'arrive à Paris, je connais pas trop, je vois des agents immobiliers, on me promène en scooter, on me dit ça c'est bien, c'est pas bien. Après ça coûte forcément cher de faire un magasin, donc j'avais pas je me rendais pas compte du budget qu'il fallait mettre, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai acheté le magasin le moins cher à l'époque, où je payais quasiment 0 pour rentrer, avec un loyer assez faible. Et j'ai fait des travaux pas chers du tout. Mais je me suis dit, il faut que je sois vers Châtelet, parce que Châtelet, tout le monde connaît, vers les RER. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Tu l'as toujours, le magasin? On l'a toujours, et c'est toujours un magasin qui marche bien, ouais. Et la déco, enfin, je sais pas comment tu fais. La déco, on s'est dit, il faut que ça ressemble à un magasin connu. Donc, on aimait pas mal Apple, et puis voilà, quoi. Voilà. Et parce qu'après, pour pouvoir créer des lunettes, donc tu as tes fournisseurs en Chine, tu vas leur prendre, je sais pas si la gamme est évoluée ou au début c'était... on prend des montures top qualité. Au début, on commence tout de suite avec des super verres, les verres les plus chers du marché, des montures top, parce qu'on savait très bien qu'on allait se faire défoncer par la concurrence et on voulait pas avoir de défaut, en fait. Donc on a pris des montures très très chères au début d'ailleurs, de souvenir.
qualité superbe, acétate, Mazzucchelli, pour les connaisseurs, vraiment ce qu'on peut acheter chez Ray-Ban ou chez Persol, tu vois, en qualité de charnière et tout. Et ensuite, on achète des super verres, très chers aussi d'ailleurs, chez un verrier connu, et puis voilà, c'est parti, quoi. Aujourd'hui, tu as 1000 paires. Tu as commencé combien de paires? 35 ou 40 modèles, tu vois. 35, d'accord. Ouais. Et ces 35 modèles coûtaient à la base, parce qu'aujourd'hui, tu as des paires à 10, 20, 30, ouais, etc. Je crois que c'était entre 5 et 20 euros par monture. D'accord. Et les verres, c'était entre 2,50 et 50. Parce que 10 euros 10 minutes, ça comprend pas les verres, ça comprend. Si, bien sûr, tu as une monture à 5 euros et deux verres à 2,50 euros. C'est cool quand même. Ouais. Avec l'emballage. Avec l'emballage, le SMS, le montage en 10 minutes, la belle boîte blanche qui ressemble à celle d'un iPhone, la garantie à 1 an casse-rayure, l'examen de vue complet. Et tu gagnes de l'argent. Bah ouais. Sur le volume, ouais. Ouais, sur le volume, c'est cool. On gagne de l'argent, on a des beaux emplacements, on a des magasins sur les grands axes français connus, quoi. Tous ceux qui nous écoutent ont j'espère, un magasin dans leur ville. En tout cas, les grandes villes françaises ont un magasin. On est toujours bien placé. On a beaucoup de salariés en CDI. Donc non, on gagne de l'argent, il faut juste avoir des gros volumes. La seule limite du modèle, en fait, c'est de ne pas pouvoir ouvrir dans des petits villages, quoi. Ça n'a pas de sens d'ouvrir dans un petit village, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village qui a 300 habitants, il y a 4 opticiens et un boucher et une boulangerie, quoi. Là, on ne pourra pas y être. On demandera aux gens de se déplacer, de faire 10 km et d'aller dans la zone commerciale à côté, on sera là, quoi. Et pour donc l'ouverture du magasin, donc tu trouves ton magasin, tu fais ta déco, tu copies Apple, tu fais un truc, donc on voit très bien. Ensuite, il y a quand même de la technique, c'est-à-dire que il faut des machines pour tailler, ça faut des logiciels. Comment tu fais tout ça? En fait, ça n'existe pas. Alors ça, c'est le vrai truc, parce qu'aujourd'hui, pour tous, de faire des lunettes à 10 euros, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Après, être rentable, c'est autre chose. Faire des lunettes, des magasins qui ressemblent à Apple, bien placés, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir le budget qui va avec. Mais en vrai, de faire des lunettes de vue en 10 minutes, ça, c'est compliqué. Ah oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas de machine qui vous découpe les verres aussi rapidement. Pour avoir tous les verres que tous les gens vous demandent à l'instant T, il faudrait avoir énormément de verres, donc ça prend une place énorme et c'est un coût de stock qui est énorme. Et surtout, il faut pouvoir créer un système informatique qui fait qu'entre le vendeur ou l'opticien qui vous prend la commande, vos mesures, etc., sur une tablette, et ce qui est fait dans une machine derrière industrielle, ça prenne les bons verres, que ça envoie le bon flux à la sécurité sociale, le bon flux à la mutuelle, le bon flux à l'ophtalmo, que ça fasse une facture qui soit bien aux normes, etc., avec des garanties qui vont bien. Aujourd'hui, c'est des millions et des millions de lignes de code. C'est moi qui avais créé le flux de base au début. Et le truc unique, c'est toi qui avais développé le logiciel au début? J'avais pensé les grandes masses avec les fléchages, etc. Et après, j'ai fait développer, quoi. Mais j'étais chef de projet du truc. Mais ça n'existait pas, quoi. On a dû interfacer des machines qui étaient que du hardware japonaise. On a dû créer un software qui allait par-dessus. On a dû créer une espèce de driver, tu vois. C'est-à-dire que comment on fait pour que la machine bouge à droite ou à gauche? En fait, si elle bouge à droite, il faut lui envoyer une information input, output, X ou Y. Enfin, tu vois, c'était vraiment des gros sujets, quoi. C'était pas comme aujourd'hui où tu dis, je prends des librairies CSS sur Internet, HTML, je sais plus quoi. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, les développeurs, tu vois, ils assemblent des trucs, ou JavaScript, etc. Non, c'était un énorme bazar d'aller interfacer du hardware, si tu veux, du hardware qui est vraiment industriel. Peut-être pas fait pour ça, d'ailleurs. Non, il faut l'interfacer avec un truc qui s'appelle un iPad, qui est un produit très grand public, quoi, tu vois. Sachant que les deux systèmes sont fermés, quoi. Apple est fermé, et puis l'autre est fermé aussi, donc il faut créer tout un bordel au milieu, et que tu respectes des flux sécu, mutuels, etc., machin. Et qu'on choisisse le bon verre au bon moment, le bon aminci du verre, le bon centrage, les bons axes, etc., quoi. Parce qu'en fait, en réalité, dans un business, quand ça vous paraît simple, quand on prend un téléphone, un iPhone dans la main, c'est hyper simple, quoi. Il y a même pas de bouton, t'appuies, ça marche, ça bug pas, tu redémarres, c'est simple. Mais pour qu'un truc soit aussi simple qu'un iPhone, c'est des millions d'erreurs. C'est un bordel pas possible. Bien sûr. Et en fait, pour tout ce qui paraît simple, c'est un bordel pas possible à développer, quoi. Et pour que ça marche, tu vois, à chaque fois, et qu'aujourd'hui on fasse plusieurs milliers de produits qui sont des lunettes sur mesure, parce qu'il n'y a pas un client qui n'est pas sur mesure chez nous, c'est pas des épiceries, quoi. C'est pas acheter une bouteille d'eau. Oui, c'est pas les lunettes de la pharmacie que tu vas acheter avec une correction plus moins. Aujourd'hui, on a dû faire, je sais pas, 800 000 ou 900 000 paires de lunettes aujourd'hui, à ce jour, quoi, tu vois. Il n'y a pas deux commandes qui sont identiques. Tu vois, parce que tu prends la monture. Heureusement, on a vendu plusieurs fois la même monture, mais jamais le même verre, jamais la même correction des deux côtés, forcément. Jamais les mêmes centrages de verre, les axes, les écarts pupillaires. Enfin, chaque paire de lunettes est vraiment unique, quoi. Donc, c'est faire du produit sur mesure à la minute, en fait. Et aujourd'hui, ceux qui nous écoutent savent très bien que les lunettes, ça met 10 jours, quoi. Mais entre le moment où tu as son feu vert et le moment où tu crées la première boutique, où elle ouvre, il se passe combien de temps? Le feu vert, je dois l'avoir, je sais plus, à peu près en la rentrée 2013, et on ouvre en mai, quoi. Rentrée 2013, donc ça veut dire 6 mois? Ouais. 6 mois, on en met à peu près
à peu Et en près. 6 mois, tu montes ce logiciel, Ouais, t'achètes ouais. tes machines. Ouais, j'ouvre un magasin, je forme des gens. Ouais, j'ai pas dormi, je peux te dire. Bah, c'est surtout que tu te dis c'est quasiment infaisable, quoi. Bah non, Et aujourd'hui, ça je s'est sais pas fait. comment, je sais pas comment j'ai fait, quoi. Franchement, hein, avec le recul, putain. Tu t'es pas trompé déjà, parce que rien que sur l'informatique, il faut Bah pouvoir... non, mais attends, il y a un truc drôle, hein, mais je te jure que j'ai reçu la machine la veille de l'ouverture, tu vois. Mhm. Et en fait, je me souviens très bien, tu vois, la chance dans la vie. Je devais ouvrir le 15 mai 2014 et j'ai dit à Xavier Niel, je lui ai dit, bah c'est bon, on ouvre dans 3 jours, je sais plus quoi, 4 jours, parce que j'étais un peu tendu. Tu sais, les travaux avaient pris 3 jours de retard, mais si tu veux, des travaux, 3 jours de retard, c'est rien en fait. Ouais, ouais. Tu vois, c'est normal. Mais je savais pas, moi, à l'époque. Et en fait, la machine arrive, elle marche pas. C'est-à-dire que le software s'injecte pas dans la machine, le bras bouge, bouge dans le mauvais sens. Et j'ouvrais le lendemain, j'avais invité des journalistes, tu vois. Donc j'envoie un email un peu vaseux à tout le monde disant bah non, c'est pas demain, c'est dans une semaine finalement, machin et tout. Tu vois, donc j'étais un peu mal, tu vois. Et finalement, je dis on va faire ça le 22 mai, tu vois, 2014. Le 21 mai 2014, t'as UFC Que Choisir qui sort une énorme enquête, qui fait la une de l'actu, qui dit que les opticiens sont des voleurs, des escrocs qui font trop de marge, tu vois. Et mais un truc, ça fait la une des JT, enfin ouais, grosse étude, UFC Que Choisir, 250% de marge, etc. Enfin un truc de ouf. Et moi, je me retrouve le lendemain ouvrir mon magasin de vue à 10h30 à Châtelet, quoi. Donc j'ai toute la presse qui répond. Mais il faut savoir que le 21 mai 2014, je me souviens, la machine ne marchait pas. On n'avait pas découpé un verre, tu vois. Et le 22 mai, on s'est débrouillé, on a fait une nuit blanche. Il y avait M6 qui me filmait. J'ai encore le reportage, j'ai des cernes, je suis un zombie sur la vidéo. Et on arrive à faire marcher la machine dans la nuit, à faire découper les verres et ça marchait, quoi, tu vois. Et ensuite, de toute façon, une fois que t'es ouvert, t'as pas le choix que de régler les problèmes, tu vois. Donc au début, c'était un jeu d'équilibre. C'était pas 10 minutes, c'était peut-être une demi-heure. Mais en 2 mois, on s'est stabilisé. On a sorti vraiment une de vue en 10 minutes, quoi. Les gens étaient hyper contents. De toute façon, même une demi-heure, si tu veux, c'était déjà super, quoi. Donc le buzz direct. Ah bah le buzz de ouf, parce qu'on fait Buzz de ouf, ouais. tous les médias, on fait Capital, on fait tout Ouais. en 2014, quoi. Et je crois qu'il y a même un capital qui est pareil que toi en Chine. Ouais, on a Et fait là, une c'est un émission. truc incroyable, encore. Ouais, bah on fait... je me rappelle Capital vient de me voir au bout de 10 jours, tu vois. Ouais. Mais on faisait quand même tout le JT, tu vois, les JT, les machins. Et on faisait des sujets de 4, 6, 7, 8 minutes en JT, ce qui est énorme, hein. On faisait des doubles pages des doubles pages dans des gros journaux, genre l'Opinion et tout, tu vois, c'était super. Et moi, j'étais fan de Capital, et Capital me dit, bah, on va faire un sujet sur vous, quoi. Mais sur vous, que sur l'une pour tous et sur vous, quoi. Pas un sujet large, tu vois, conso. Je dis, bah, ok, et tout machin. Et là, Xavier Niel reste dans l'ombre quand même. Ouais, il veut pas que ça se sache. Moi, j'accepte, je me dis, il faut le faire, tu vois. Bien sûr. Mais je sens que, bon, ils veulent trouver un truc Capital, tu vois. Et au moment, je me dis, après 2 mois et demi de tournage, je me dis, bah, en fait, ça paraît trop parfait, ils vont trouver un truc, tu vois, t'es un peu parano, quoi. Et finalement, je leur dis, ça vous dirait d'aller voir en Chine? Et le mec me dit, bah, je vais voir avec la rédac et tout. Ouais, c'est bon. Ouais. On vient. Et on part en Chine, mais 48 heures, quoi. Genre, c'était fin août, début septembre 2014. On part, je te jure, 48 heures en Chine. Enfin, je retrouve les billets d'avion. Je te pars du 30 août au 1er septembre, genre, tu vois. On arrive là-bas et on tourne. Et en caméra cachée, parce que je peux pas dire fournisseur. Ouais. Et en fait, on tombe sur des images où, en fait, ils emballent des verres qui sont marqués Made in France, des montures Made in France, enfin... Et en fait, ce que veut dire le reportage, c'est pas Paul Morlet a fait mieux que les autres. En fait, il fait juste comme les autres. Il achète au même endroit, donc c'est des produits de qualité. Sauf que lui ne ment pas sur la provenance et affiche des prix qui sont des prix décents, quoi, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et le reportage est diffusé 15 jours après. Ils me font faire un face-à-face en plateau avec le patron d'une grande chaîne d'optique d'Atoll. Bah, le pauvre, il peut rien faire, quoi. Il surtout qu'il y a un reportage où on décrypte un peu on décrypte la filière et puis lui, bah, il se dit bon bah du coup, écoutez, je peux vous dire qu'une chose, bravo, quoi, sur le plateau, tu vois. Le patron d'Atoll dit ouais. Bravo. Ah ouais. Ouais, ça lui a valu sa place 15 jours après. Mais il y a eu un enchaînement de choses en 2014 assez impressionnant, quoi. Je comprends bien. Tu fais un reportage à charge sur Atoll et concert qui fait un reportage, ouais, ou enfin, peu importe, qui explique qu'en fait les opticiens classiques sont quand même des gens et le gars il te dit bravo. Bah, il voit le truc, il dit bon bah voilà, je peux rien dire, franchement c'est génial, bravo, voilà. Bon après on fait pas exactement le même métier, il se défend comme il peut, mais si tu veux, avec une conviction qui était assez faible. Mais en plus je crois qu'en caméra cachée, tu pièges ou M6 piège des... bien sûr. C'est-à-dire que ouais. M6 fait son boulot, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a France 5 qui a fait un doc du dimanche derrière, un 52 minutes, où il y a des gens qui parlent en caméra cachée qui expliquent que c'est une escroquerie. Enfin, si tu veux, il y a des sujets, quoi. Ouais, et même, je crois qu'il y a même des tests, c'est-à-dire qu'en fait, tu montres à un opticien ou à quelqu'un, tu dis voilà, c'est ça les verres lunettes pour tous. Oui, c'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire que même les patrons des grandes marques de verres, ils savent pas différencier un verre de chez nous d'un verre de chez eux, quoi, tu vois. Enfin, non, mais c'est un marché qui est marrant quand même, tu vois, quand on arrive.
Pour être rentable, il faut que tu vendes combien de paires de lunettes Par jour, par magasin? Ouais, Ah bah faut que je fasse au moins 100 paires par jour par magasin. Si je fais pas mes 100 paires, je suis pas très bien. 100 paires par jour. Bah, en fait, un magasin classique fait entre 2 et 3 paires par jour. Donc en gros, il faut que je fasse 30 fois plus de lunettes qu'un magasin classique, par magasin. Et quasiment, tu as des magasins qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Enfin, bon, je pense. Ouais, les magasins qui sont plus anciens, parce que quand tu arrives dans une ville, il faut être plus connu, faut être connu. Et puis l'opticien, c'est pas une boulangerie, ça marche pas du jour au lendemain, tu vois. C'est pas le truc, ah tiens, ça sent le bon pain, je vais aller voir, quoi. L'opticien, t'as quand même un rapport, tu vas souvent chez l'opticien où elle est ta maman, ou tu vois, à côté de chez toi, enfin, c'est quand même un peu le médecin de famille, donc si tu veux, avant d'aller chercher les gens sur un truc comme ça, c'est un peu plus long. Non, mais en plus, quand tu sais que par exemple, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, il faut 3 mois, ouais. Et que tu as besoin, tu te dis, bon, allez, hop, pour 10 euros ou 20 euros, j'ai mes lunettes, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Lunettes pour tous aujourd'hui, c'est combien de chiffre d'affaires? C'est une boîte qui fait 26 millions de chiffre d'affaires. Ouais, t'as combien de clients à peu près, je sais pas, par jour ou par jour aujourd'hui, ça grossit parce que tu vois, je te donne une chiffre d'affaires 2019. Mais t'as 18 magasins. On a 18 depuis la semaine dernière parce qu'on en ouvre quasiment un tous les mois. Donc 2019, t'as pas 18 magasins, t'en as peut-être 12 ou 13 années pleines et puis les autres ils sont ouverts en cours d'année, tu vois. Donc c'est compliqué, mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ouvre un magasin par mois à partir de maintenant, quoi. Donc ça veut dire que là on a 18 magasins, dans un an on en aura 30 et on va continuer parce qu'aujourd'hui on est en croissance et que il y a un truc qui s'appelle la réforme 100% santé qui plafonne le prix des lunettes dans les magasins et qui impose aux opticiens, tous les opticiens de France, de vendre des lunettes avec des anti-reflets, etc. et des montures, etc. à un prix qui est vraiment imposé par l'État. Et aujourd'hui, les opticiens classiques, ils vous mettent des montures moches et des verres pourris et ils vous disent, si vous voulez des lunettes dans la réforme, c'est ça, c'est ces montures-là que vous avez là, qui sont toutes moches, voilà. Le délai de livraison, il est un peu long, les verres, c'est pas de la qualité, voilà ce que vous disent les opticiens, mes concurrents. Et par contre, si vous voulez des vraies lunettes normales, pas des lunettes Macron, parce qu'ils peuvent jouer là-dessus, il faut rajouter 300 € en plus de la mutuelle, quoi, voilà. Bon, moi, la vérité, c'est qu'avec la réforme santé, chez Nous pour tous, vous pouvez prendre la meilleure monture et les meilleurs verres, même anti-lumière bleue, et ça vous coûtera 0 €, quoi. Mais à 10 €, c'est quoi le plus cher? Chez nous, le plus cher, si jamais tu prends la monture de malade avec les verres de fou, donc tu peux prendre une super monture faite à la main, en titane, etc., machin, ça coûte 50 € la monture. Et si tu veux des super verres anti-lumière bleue, etc., anti-reflet, anti-rayure, enfin le top du verre, c'est 30 € par verre. Donc je crois que le top chez nous, c'est 110 €. D'accord. Tu fais je sais pas comment ça s'appelle. Les verres progressifs ? Ouais, on fait des verres progressifs. C'est pas le c'est la marque Varilux, Varilux. c'est la marque des Silor, mais oui, on fait des verres progressifs. Voilà. D'accord. Donc tu le solaire, pas solaire solaire corrigé. À la vue, solaire progressif, verre transition qui tente au soleil, verre polarisé, tout ce que tu veux, myope, presbyte, enfin on fait toutes les lunettes qui existent sur le marché, toutes les montures et on fait des super corrections. D'accord. Ça a failli s'arrêter en fait, parce qu'à un moment il y a eu un lobby, je crois, des opticiens ou. Oui, parce il y a un décret qui est passé, je crois. Raconte un peu. Ouais, il y a eu un sujet parce qu'en fait nous on était quand même l'opticien de dépannage en 10 minutes, etc. Et en fait on s'est retrouvé avec finalement un décret qui avant il fallait avoir une ordonnance pour se faire rembourser les lunettes et ensuite il fallait une ordonnance pour se faire délivrer des lunettes. C'était un peu le sujet. Et nous, on délivrait beaucoup des gens qui ne se faisaient pas rembourser, quoi. Qui disaient, je paye 30 € de ma poche, tout compris. Je vais pas me faire rembourser, etc. Quoi. Oui, parce que là, en plus, chez toi, on peut se faire rembourser la lunette. Si t'es une ordonnance, ouais. Mais si on l'avais pas, tu te faisais pas rembourser. Tu payais de ta poche, tu te fais pas rembourser. 30 €, tu te disais, si j'ai perdu mes lunettes, c'est beaucoup mieux de payer 30 € tout compris que d'aller chez l'ophtalmo, machin, etc. Tu vas de retourner, faire ton machin, ou d'aller chez Afelou, payer, ou Afelou, n'importe où, payer 350 € et d'attendre une semaine, quoi. Et en fait, ensuite, il y a un petit truc qui est passé, effectivement, c'est un décret qui passait un peu invisible, qui empêchait ça. Donc moi, je me suis retrouvé avec le fait de ne pas pouvoir délivrer sans ordonnance, quoi, tu vois. Du jour au lendemain, tu te dis... Ouais, du jour au lendemain, assez rapidement, ouais. Tu t'es inquiété ? Hyper inquiété, mais bon, en fait, je me suis dit, écoute, de toute façon, la Sécu rembourse pas, les gens en ont besoin, donc on était dans le bon sens, tu vois. Enfin, je faisais de mal à personne, mais en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, celui qui est en ordonnance, il va chez l'opticien classique, il se fait rembourser par la mutuelle. Donc moi, je n'ai pas la concurrence, je n'ai pas les mutuelles. La Sécu, remboursait pas, donc ça allait. Donc voilà, c'était juste un lobby bien fait, mais qui allait vraiment pas dans le sens de la santé des Français, quoi, tu vois. Donc c'était injuste, en fait. Et un jour, en fait, on s'est aperçu que le fait de pas pouvoir avoir des lunettes sans ordonnance, ça a touché le chauffeur de la ministre de la Santé de l'époque, qui elle-même ne pouvait pas... Enfin, son chauffeur, en fait... Comment ça s'est rendu ?
C'est vraiment la chance, encore une fois, c'est d'aller manger dans un restaurant pas très cher, qui vend des pizzas, vraiment tout bête, un soir. Et 2 mois après le décret, elle est à côté de moi, enfin en diagonale de moi. La ministre ? La ministre de la Santé de l'époque. J'essaie de lui parler, elle m'envoie un peu bouler. C'est normal, c'est une soirée privée, voilà. Et finalement, je me souviens, je me rassois et je sors fumer avec un ami. Et là, je fume pas moi, mais là, il y a un mec, le cul sur une bagnole, une 508, tu vois. Voiture c'était pas un Uber, quoi. Vite teinté, machin. Prend du feu, machin. Et puis en fait, si on nous dit qu'on fait des lunettes de vue, ah ouais, j'en ai plus, j'ai perdu les miennes, je conduis sans lunettes, j'attends mon ophtalmo, machin. Ah, je dis, donc vous conduisez la ministre sans lunettes, quoi. Voilà, c'est dangereux. Ah ouais, machin. Donc je me rassois et au moment où elle va payer, je me lève et je lui dis, en fait, vous vous rendez compte quand même que les lunettes, de faire votre chauffeur sans lunettes, c'est quand même compliqué, quoi. Ah, je sais pas, je suis pas au courant. Je dis, bah ouais, c'est un danger quand même. Aujourd'hui, il y a un décret qui est passé qui l'empêche d'avoir des lunettes rapidement. Et voilà, est-ce que je peux en faire demain ? Faites, je veux pas savoir. Le lendemain, le chauffeur vient, on lui fait des lunettes sans ordonnance. Et voilà. Et tu lui en touches 2 mots ? Et le chauffeur, je lui explique le truc, il en parle aux bonnes personnes, on est reçu, et il y a un décret qui passe, correctif, qui dit qu'en cas d'urgence, on peut faire des lunettes de vue. Ouf. Ouais, mais c'est normal en même temps. Enfin, c'est pas... Le décret, il n'a pas été fait pour moi. Mais quand tu as cette info, entre le moment où il se passe cette rencontre fortuite et le décret que tu entends, ça dure longtemps ? Je sais plus, 6 mois, je crois. Et là, tu essaies d'appeler Xavier, tu essayes de dire... tu fais ce que tu peux, mais... Parce que lui, il a quand même des entrées quelque part, quoi, donc... Il a des entrées, mais Xavier Niel, c'est quelqu'un qui respecte la loi, tu vois, à un moment donné. Ouais. Il va pas interférer sur un sujet qui est pas le sien. Si tu veux. Lui, son sujet, c'est les télécoms, son métier. C'est pas la santé. Après, si tu veux, c'est à moi de faire le boulot, donc je le fais. La Chine, aujourd'hui, les prix montent. Tu pourrais... Tu pourras garder ces 10 euros, 10 minutes, surtout 10 euros, où tu penses un jour peut-être arriver à 12 euros, 12 minutes, ou 15 euros, 15 minutes, parce que ça ira ensemble, je pense. Ou pour le moment, c'est encore jouable. Mais en fait, tu sais, à 10 euros, 10 minutes, on sait aussi faire des minutes en France, il n'y a pas de problème. Hein. Tu pourrais ? Oui, on peut. On regarde le sujet de très près pour faire des produits français. Ouais. Parce que la Chine, finalement, c'est pas un pays qui est pas cher, c'est pas vrai, quoi, tu vois. C'est plus... Non, mais c'est plus cher que le Portugal ou, tu vois, autre chose, quoi. Donc c'est juste qu'aujourd'hui, la Chine, le seul intérêt qu'ils ont, si tu veux, c'est de pouvoir produire de la qualité en quantité. D'accord. Voilà. T'as levé de l'argent ? Pas mis à part, donc, il n'y a que Xavier qui... Ouais, voilà. D'accord. On n'a pas fait de... Et aujourd'hui, je veux dire, quelle relation tu as avec les opticiens pourquoi, déjà, est-ce que ça existe ailleurs, ce concept ? Non, il n'y a pas de concept similaire ailleurs. Et nous, on a un marché quand même compliqué parce que si tu veux, tu as des produits qui sont... c'est très cher, l'optique en France. Pourquoi ? Parce que les mutuelles sponsorisent le marché, quoi. Mais maintenant que tu as développé tout le soft et tout ce qui fonctionne, tout le process, pourquoi on n'en trouve pas en Italie ou je sais pas où, Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué à faire et c'est à nous de le faire, tu vois. Ouais. Donc c'est juste qu'on a créé suffisamment de barrières à l'entrée pour pouvoir y aller. Ouais, parce que même Anaf Lelou, à la base, c'était une star, quoi. C'était. Mais il a su être très bon en son temps pour révolutionner le secteur. Il aurait pu le faire, ça. Ouais, il aurait pu le faire, sauf qu'il arrive à un moment où il y avait les mutuelles qui vendaient très cher, et qui payaient très cher, et que lui pouvait avoir des franchises de partout, et ça marchait, quoi. Demain, le coup d'après, ça peut être quoi ? Moi, est-ce que ça peut être l'audition, par exemple ? J'adore le marché de la santé, en fait. Franchement, j'adore le marché de la santé parce que je trouve qu'il y a plein de choses à révolutionner dans la santé. Puis ça a un impact immédiat sur la vie des gens, si tu veux. Donc, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme piste ? Mais non, mais t'as le dentaire, t'as l'audition, t'as plein de choses, en fait. T'as plein de choses qui peuvent se faire. Aujourd'hui, de toute façon, si tu veux qu'un pays se développe et un pays soit heureux dans le temps, il y a 2 choses, il y a 2 leviers, c'est la santé et l'éducation. Après, tu peux créer des startups, si tu veux, pour t'améliorer. Le fait de livrer une salade fraîche à midi au bureau, mais si tu veux, je pense pas que ça change la vie des gens. Tu vois, c'est du confort, c'est sympa, voilà. T'as le pantalon connecté, t'as machin. Moi, c'est pas mon truc, moi j'adore. Tu vois, pouvoir changer finalement la vie des gens. Parce que et quand je dis changer la vie des gens, je dis pas changer le monde, parce qu'il y a plein de boîtes qui disent nous on change le monde. Moi, je change pas le monde. Je pense que je participe au fait que les gens aient accès à la santé. Et aujourd'hui, il y a une réforme santé qui est passée parce qu'on existait. Et on a donné l'accès aux lunettes. Et si demain, l'une pour tous devait disparaître pour une raison X ou Y, en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est acté aujourd'hui, c'est que le prix des lunettes va baisser en France et a baissé en France. Et aujourd'hui, il y aura, 5 ans, tu verras, en 2025, et tu compareras à 2005, en 20 ans, quoi. Et les prix des lunettes auront énormément baissé en France et on aura accès aux lunettes plus facilement. Et ça, c'est aussi et surtout grâce à Lunettes pour tous. Tu vois ? Ouais, mais c'est exactement ce qui s'est passé
c'est pour ça que ça va bien avec les télécoms. Mais voilà. C'est exactement ça. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, c'est grâce à Xavier Niel qu'on est un des pays où on paye le moins cher. C'est ça. Et pourtant, c'est des boîtes qui sont rentables dans tous les secteurs, quoi. On paye 20 € le téléphone, 15 €. Pareil, la box, la fibre optique. Ils sont rentables. Non, mais ça passait exactement pareil. Ouais. Exactement. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, ce qui est important pour moi, dans ma vie à moi, c'est pas de monter une boîte qui fait 300 millions de chiffre d'affaires, machin, truc, fonds d'investissement, Worldwide Company, Startup Live, jet privé, une mailbox zéro. Je m'en fous. En fait, je m'en fous un peu parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand même d'avoir fait un truc qui, de manière immédiate, améliore la vie des gens. Et ça, c'est, tu vois, incontestable. Ça améliore la vie des gens tout de suite. Et ça améliore pas que la vie des Parisiens ou des gens avec un budget. Ça améliore la vie de ta grand-mère, de ton voisin, des SDF, des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont pas d'argent. Chez Une pour tous se croisent des gens qui n'ont pas le temps. Donc, c'est des gens qui ont de l'argent. Les gens qui n'ont pas le temps, c'est des gens qui ont en 10 minutes, voilà. Et des gens qui n'ont pas d'argent. 10 €. Donc, c'est un concept où tu croises tout le monde, finalement, qui va acheter les mêmes montures. Et aujourd'hui, Xavier Niel porte des montures l'une pour tous, sauf qu'il a 40 paires de lunettes parce qu'il n'a pas le temps, mais il a de l'argent. Et puis il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui ont le temps, et ils ont les mêmes lunettes que Xavier, et ils sont tous les deux très contents de côté, quoi, tu vois. Et ça, c'est marrant, quoi, tu vois. Donc c'est un concept qui est assez, finalement, assez riche pour ça, et qui participe au fait que les lunettes baissent en France. Et j'espère à l'étranger, tu vois. Donc c'est la trace qu'on aura laissée. D'ailleurs, pendant les Gilets jaunes, il me semble, vos magasins n'ont pas été touchés. Non, on a eu de la chance. On a eu, Pourtant, Canebière, moi je connais celui de la Marseille, la Canebière, il est en plein milieu, quoi. Ouais, on a une photo impressionnante de ce magasin à Canebière, avec un char devant et tout, mais on n'a pas eu une rayure sur le magasin. Et on a eu tous nos voisins qui se sont fait péter, quoi. Je veux dire, nos magasins, c'est vrai, n'ont jamais eu un impact. Rien. Alors que tous les magasins autour de nous se sont fait éclater les vitrines, les machins, et nous, pas rien. Je pense que les gens savent qu'on est assez utile et qu'on n'est pas une banque, quoi. Tu parles des dents, j'ai parlé de l'audition. Les dents, c'est quand même un peu plus compliqué parce que, alors effectivement, il y a aussi des marges énormes. Ouais. L'audition, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est totalement connexe comparable aux lunettes, c'est très cher. Ouais. C'est très cher. Des gens comme justement Afflelou ont essayé un tout petit peu de faire baisser les prix. Il y a l'électronique dedans. Est-ce que tu penses que vous pourrez attaquer un jour ce genre de métier ? Oui, on regarde de près, vraiment. Ça va avec en plus, hein ? Ouais, ça va avec. Et on regarde tous les secteurs de la santé en général, quoi. Tout ce qui peut améliorer la vie des gens, etc., de manière immédiate, quoi. Et les dents, c'est un truc important, les lunettes, etc. On va passer aux questions perso. Avant de commencer, mars 2017, du 20 au 24, en travaillant sur toi, je me souvenais plus, je connaissais bien l'émission, mais je savais pas que c'était toi. Tu animes une émission avec Valérie Damido qui s'appelle Les Français ont dit génie. Ouais. Ça va pas tellement avec ta personnalité quand on te voit comme ça, quoi. Tu es plutôt quelqu'un de discret, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait En fait, c'est le moment où tu as besoin que ta boîte soit connue, quoi. Donc c'est pas. Ils viennent te chercher ou c'est... Ouais, ils viennent te chercher, ils insistent en plus, mais et ils te payent. Et ouais, effectivement, c'était marrant à faire parce que c'est intéressant de croiser des gens, mais après tu dois les juger, les évaluer. Et moi, je sais que c'est pas facile de monter sa boîte, tu vois. Donc c'est un peu compliqué pour moi comme exercice. Après, je t'avoue que ça a été un passage dans ma vie qui a été un truc un peu déconnectant, tu vois. Ah, mais c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Je pense qu'on a besoin parfois dans la vie de se débrancher d'un truc et de faire autre chose. Et j'en garde un très bon souvenir, en fait. Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que ça s'est arrêté parce que moi, c'est vrai que le mode de fonctionnement, le temps que ça prenait était un peu long. Après, j'ai fait qu'une saison, hein, tu vois, c'était un pilote. Et je crois que le coût de l'émission est assez élevé parce que c'était tourné en extérieur, donc c'était assez cher. Et là, t'as M6 qui fait une espèce de copie, tu vois, donc... Là, qui sort là bientôt. Ouais, qui est en train de diffuser, tu vois, donc voilà. Sur un modèle en intérieur. Je pense qu'il rationalise plus les coûts, tu vois. Et voilà, donc on a été assez... moi, c'était marrant à faire, mais c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de discret. Enfin, je sors pas, j'aime pas aller en mode de nuit, je suis pas sur l'apparence, sur les fringues, je suis assez discret. Bon, j'ai fait ce truc-là, voilà, quoi. Mais demain, tu me demandes de monter sur scène pour faire un truc, je vais le faire, mais je suis pas une rockstar, quoi, ça c'est sûr. Et j'espère rester discret. Enfin, c'est un truc qui me plaît. Quoi, mais tu fais encore des plateaux télé, on t'interviewe, ça y est. Ouais, mais je parle de ma boîte, tu vois. Ouais. Si vous m'interviewez, je parle de ma boîte, je parle de Une pour tous, je parle du secteur. Je parle des sujets qui me concernent. Tu vois, enfin, que je connais du moins. Après, aller intervenir, tu vois, parfois, on me demande d'aller intervenir sur des sujets qui sont pas les miens, sur les jeunes, sur les diplômes, sur les écoles, sur la start-up. Je suis pas à l'aise parce que je ne connais pas le sujet, tu vois. Je pense que je suis pas légitime. Dans l'optique, je pense que je suis... T'es pas une start-up ? Non, je suis pas une start-up. T'as pas l'esprit start-up en tout cas. Non, pas du tout. Pas au sens qu'on connaît.
Et aujourd'hui, non, je fais mon truc et j'avance et je bosse, quoi. C'est assez dur, hein. Mais je suis pas très. Tu bosses beaucoup ? Ouais, je bosse énormément. Tu dors peu ou tu... Je dors pas beaucoup, je bosse beaucoup, je m'en fiche beaucoup de choses. Ouais, c'est beaucoup de travail. Mais c'est gérer une boîte de 400 personnes, quoi, tu vois. T'as beau de start-up, machin, tu dois être rentable, t'as 400 personnes à faire manger, c'est pas... Enfin, tu vois. Tu es toujours à l'opérationnel, c'est souvent en magasin, Je suis très souvent en magasin, en relation avec les équipes, avec les clients, faire de la gestion. Ouais, il y a beaucoup de travail, quoi. T'as fait quand même du chemin, hein. Parce que Ouais. d'électronicien, le BEP, Ouais. le bac -2, comme tu disais au tout début, Ouais. ça fait quand même beaucoup de chemin, quoi. Ouais, j'ai fait beaucoup de chemin. J'ai inventé des trucs, j'ai fait passer des réglementations, j'ai fait changer. Parce qu'après, le marketing, la compta, tout ça, comment ça, tu tu le fais. tu t'entoures ou tu non, l'as? mais ça, bien sûr que c'est fait chez moi. Ça, c'est pas, y a pas de, on est gros, donc service support, il y en a. Non, mais au début, t'étais pas gros. Ah bah non, mais au début, tu fais tout. De toute façon, le ménage, machin, enfin, c'est normal. Mais toujours d'ailleurs, je te rassure, hein, quand il faut y aller, quoi. Mais écoute, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et puis ça me plaît d'être toujours au contact des gens, tu vois. Et tu te poses un peu? Tu pars en vacances, tu fais du sport? Ouais. Je cours. Après, je pars en vacances quand je peux le faire. Puis j'ai des trucs à moi, tu vois, des moments à moi. Tu vois, j'adore marcher en ville tout seul, écouter de la musique. Enfin, j'ai une vie ultra normale, tu vois. Les gens doivent penser parfois que, je sais pas, je suis avec plein de gens connus, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, parfois un moment de dévie, mais non, j'ai une vie très normale. J'ai les mêmes potes, tu vois, je fais les mêmes choses. Je regarde les mêmes séries, je regarde les mêmes films. J'ai les mêmes envies de vacances. J'ai pas de voiture. J'ai pas de travers, quoi, tu vois. J'ai pas de... Mais tu te dis à un moment, j'ai un carton dans les mains, ou tu te dis, j'ai réussi ou je suis en train de réussir? Je fais tout pour réussir le projet que j'ai monté, ça c'est sûr. Je fais tout pour mener à bien le projet, pourquoi ? Parce que je crois en ce que je fais. Je crois que c'est noble de pouvoir faire des produits de santé pas chers pour tout le monde. Je crois que c'est noble de créer plusieurs centaines d'emplois en CDI en France. Je crois que c'est noble de faire du commerce de proximité. Je crois que c'est noble forcément de donner un retour sur investissement aux investisseurs. Donc ouais, ça c'est noble. Et ça me fait apprendre des choses. J'ai pas encore 30 ans, tu vois, j'ai l'impression d'avoir... moi, ça fait 10 ans que je travaille à fond pour moi, quoi. Ouais, c'est grosse carrière. Enfin, tu vois, pour moi, ça paraît 10 ans, c'est long quand même. Mais de toute façon, même 400 personnes, 26 millions, c'est une belle boîte, quoi. Ouais, et puis c'est que le début, tu vois. Là, c'est un peu les fondations, quoi. Dans mon avis, tu sais, l'amorçage est toujours un peu long. Moi, j'estime que je suis encore en amorçage et après, ça va être très gros, quoi. Au niveau com, vous avez fait des campagnes, je sais pas moi, télé ou affichage? Non, on n'a pas la taille qu'il faut pour faire de la télé, mais on a fait de l'affichage en local dans les villes, ouais, on fait ça. Mais ça, c'est des trucs. C'est pas très innovant de faire ça. Et qu'est-ce que pensent les opticiens aujourd'hui de toi? Enfin, toi, de Vienne pour tous. Hein. Bah, on est forcément un acteur un peu dérangeant pour eux, quoi. Donc, mais l'argument, enfin, je sais pas, en caméra cachée, et l'argument, c'est quoi? C'est de dire. C'est pas de la qualité, machin, mais je pense qu'en plus, ils sont assez sincères parce que je pense que leur fournisseur leur explique ça. Après, c'est normal, tu vois. Après, c'est un marché qui change, mais il y a eu plein de marchés qui ont changé avant, tu vois. Bien sûr. Donc, nous, on participe au changement, c'est tout. Quelques questions, donc, pour terminer. Ton pire problème, ta pire nuit, c'était la veille du 21. Ouais, je pense, ouais. C'est ton plus gros stress. Ouais. Tu te formes, tu écoutes des podcasts, tu lis, tu as le temps, tu fais... Bah, j'écoute des podcasts pas assez. Est-ce que je lis pas assez? Est-ce que je dors pas assez? Voilà. Donc, ça dépend. Tu as des mentors, J'ai des gens qui m'inspirent beaucoup, qui ont monté des... Moi, j'adore les gens qui ont monté des boîtes qui durent longtemps, tu vois. Qui? Donc j'en ai pas à citer, mais j'adore les gens qui arrivent à traverser les années avec leur business, quoi. J'ai de l'admiration pour ça, les choses qui tiennent, tu vois. Tu penses que à 50 ans, tu seras toujours le boss de Lunettes pour tous? Non, je pense pas, mais j'espère qu'en tout cas, ce que j'ai créé va être durable. Tu vois. Ouais. Pourquoi tu penses pas parce que tu as bien les gens qui ont des boîtes qui durent longtemps? C'est pas forcément toujours la tête. C'est juste que ce qu'ils ont créé à soutenir parce que le produit était suffisamment... intéressant, innovant et intemporel pour que ça dure, quoi. Et t'es super fier quand tu vois une paire de lunettes dans la rue qui sort de chez toi, Ouais, bah tu te dis quand même, ouais. En fait c'est un marché qui est marrant parce que la plupart des marques, enfin des opticiens, enfin le plus, tu vois, tu prends Grand Optical, ça a déjà 30 ans. Ça paraît récent, mais ça a 30 ans. Et en fait, il y a Felous à 40 ans ou 50 ans et les autres aussi, tu vois. Donc en fait, c'est un secteur où il n'y a pas de nouveaux entrants, quoi, tu vois. C'est pas très dynamique, en fait. Donc c'est un marché qui est assez ancien. J'ai interview dans 2 mois Daniel Habitant. Donc, ouais, mais il te le dira, hein, tu vois. Donc, c'est autre chose. On n'a pas le même âge.
Mais vraiment, c'est des choses où pour aller chercher ce marché-là, c'est compliqué, tu vois. Donc je suis très fier de voir des gens. En fait, quand je vois des gens normaux, entre guillemets, donc pas normaux, pas start-up, pas machin, tu vois, des familles. Quand je vais, je sais pas, moi, je me promène, j'en sais rien, moi, en campagne. Tu vois, tu vas dans un Leclerc, je sais pas, moi, vers Tours. Tu vois, j'en sais rien. Et tu fais des familles avec des gens qui ont des lunettes pour tout. Je me dis, bah là, j'ai réussi un truc, quoi, tu vois. C'est sûr que de faire porter tes lunettes au mec qui est super au courant, qui lit des blogs toute la journée, c'est facile. Tu vois, parce qu'il te connaît, il te voit, il vient direct chez toi. D'aller toucher les gens qui aujourd'hui, depuis 30 ans, allaient chez Afelou et tu leur dis, bah, ils vont faire confiance à quelqu'un d'autre, bah, c'est beau. Et ce milieu parisien, start-up, soirée, tout ça, tu fréquentes, tu vois ça comment? C'est pas ton truc? Non, c'est pas mon truc. Mais après, on se connaît, tu vois, je peux pas dire le contraire, c'est que tout le monde se connaît et que. Voilà, après, moi, j'ai décidé de pas faire de ma vie un startup life, quoi. C'est pas un mode de vie pour moi, tu vois. Enfin, c'est pas le mien, du moins, tu vois. Ouais. Voilà, moi, c'est mon travail. Non, mais ceux qui sont fiers de lever de l'argent plus qu'en gagner. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis fier d'être durable. Voilà. Je suis fier d'être durable et utile, en fait. Tu dors peu? Tu dors beaucoup? Je dois dormir 7 heures par nuit. Voilà. Ouais, j'aimerais dormir plus, je t'avoue, parfois. Mais tu te prends j'y arrive pas. Tu prends le temps de déjeuner ou Ouais, je déjeune, mais je suis pas quelqu'un qui optimise ma vie. Enfin, faut pas croire, quoi. Si j'ai envie de m'asseoir et de lire un article dans un journal et une demi-heure, bah, je le fais. Si j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un, je le fais. Tu vois. Si j'ai envie de prendre une douche de 5 minutes de plus, je le fais. Si j'ai envie de manger à un endroit, je le fais. Enfin, tu vois, je suis pas là à me dire comment je vais gagner 5 secondes dans ma vie. Morning routine, je sais pas quoi truc, email box 0, lecture 10 minutes le matin. Enfin, il y a plein de gens qui optimisent leur vie. Moi, ça m'intéresse pas, quoi. Tu vois. Inbox 0, tu en as 49 000. Ouais, 49 000, je sais plus combien. Voilà. Donc c'est pas vraiment zéro. Non, mais vraiment là-dessus, Et t'as pas d'organisation non plus, donc. Non. Type, je parle type. L'organisation type. Je sais pas pourquoi les gens ont besoin de s'organiser, quoi. C'est quoi ce truc, cette mode là d'avoir des non, mais coachs? je sais pas. Non. Ce que je veux dire, organisation de type, c'est-à-dire que par exemple, tu arrives, je sais pas, le lundi, tu es avec tes équipes, le mardi, tu es dans un magasin. Il y a forcément plus de réunions au début de semaine et je suis plus extérieur en fin de semaine, quoi. Tu voyages beaucoup? Ouais, en France, je me déplace beaucoup pour aller au magasin. Ouais. D'accord. Ouais. Mais franchement, tu vois, c'est moi le côté 6h Miracle Morning. 6h12, lire un livre en anglais. 6h21, manger un truc je sais pas quoi. 6h23, faire 4 pompes. Non, ça c'est pas moi. Et voilà. Donc, t'as pas de journée type non plus? Non, bah si, je suis toujours au bureau. Je vois toujours la même personne. Si, j'ai une journée type à la fin, forcément. Mais j'ai pas créé de chemin, quoi, tu vois. Voilà. J'ai juste 2-3 petites règles. C'est de pas me coucher trop tard, de pas me lever trop tard, de pas boire d'alcool, de pas prendre rendez-vous trop tôt le matin, de plutôt faire des mails le matin, faire mes rendez-vous l'après-midi. Voilà. Et le week-end, tu bosses? Bah, tu bosses tout le temps, parce que le week-end, c'est le moment où tu te poses, et en fait, quand tu te poses, en fait, c'est le moment où tu as des idées. Et quand tu as des idées, bah, tu commences à faire des recherches sur Internet, quoi. Donc tu bosses, ouais. Le podcast s'appelle La Combinaison. Ce sera ma dernière question. Pour être Paul Morlet, est-ce qu'il faut du travail, du talent, de la chance, des opportunités saisies, de la résilience, de la persévérance ou le tout? Bah, déjà, il faut être normal. Ouais. Il faut avoir des idées, des convictions. Il faut beaucoup travailler. Il faut être très exigeant vers soi-même et jamais penser que il faut écouter les autres. Parce que moi, je dis un truc, puis parfois j'entends, j'écoute, je discute et mon avis, je peux prendre. Je suis une éponge en fait. Je prends T'es quel genre de patron? Tu écoutes beaucoup? Ouais, j'écoute beaucoup. Tu acceptes la critique? Ouais, j'accepte la critique. Ouais. D'accord. Ouais, franchement, ouais. Après, voilà, j'essaie d'être assez juste, quoi, tu vois. Mais en tout cas, j'aime bien les débats, les idées. Quand c'est constructif, tu vois. Quand c'est juste un problème d'ego, ça m'intéresse pas. Paul, je te remercie. Merci à toi, en tout cas, d'être venu de si loin. Marseille. Ouais, écoute, je crois que tu aimes bien cette ville, il me semble. J'adore cette ville. Mais quand tu viens, je t'en avec plaisir. Super bien à Marseille, on est bien reçus. C'est une ville qui n'est pas assez connue, mais je suis impressionné parce que les gens ne savent pas que ça fait. Il faut ouvrir un deuxième magasin déjà. On ouvre 4 magasins à Marseille, il faut le savoir. C'est vrai? Ouais. Parce que c'est une ville qui est très grande. Je crois que c'est une ville qui fait 2,5 fois Paris en taille. Ouais. Et on le sait pas. Ouais. Et il y a 800 000 habitants, donc c'est une ville qui est moins dense, mais c'est une ville qui est super. Et j'adorerais habiter à Marseille. Je spécule. Terrasse du Port? Terrasse du Port, je crois. Ouais, c'est bien. Valentine avant Cap, Canebière, voilà. À bientôt, Paul. Merci. À bientôt. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile
ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.